Comment exactement Rome est-elle passée de ça à ça? Nous avons déjà analysé Rome en détail au cours de différentes époques de la fin de l'Empire romain, à partir du 320e après Jésus-Christ, à son apogée, vers 600 après Jésus-Christ, au début du Moyen Âge dans plusieurs vidéos. Mais dans cette vidéo, je veux essayer de reconstruire comment et pourquoi Rome s'est transformée en une magnifique année plus tard. Comment cela a-t-il pu se produire et comment pouvons-nous imaginer cette transformation? En 400 après Jésus-Christ, si vous aviez marché à travers la ville de Rome, la ville aurait été d'une magnificence incroyable. Rome, à cette époque, n'avait pas été saccagée depuis 800 ans et avait accumulé un nombre incroyable de bâtiments impressionnants sur les célèbres 7 collines. Vous auriez vu d'incroyablement grands et splendides bains publics, d'innombrables temples, d'innombrables amphithéâtres, le plus grand étant bien sûr l'Amphithéatrum Flavium, mieux connu sous le nom de Colisée, de nombreux cirques, d'innombrables statues et un incroyable 46 602 insulets ou immeubles d'habitation. Cette année-là, la ville comptait encore 800 000 habitants et était entourée des immenses murailles d'Aurélien, de 19 km de circonférence, englobant une superficie de 14 km². La ville avait tellement grandi qu'à de nombreux endroits, elle dépassait même les murs d'Aurélien. À cette époque, même quelques églises avaient vu le jour ici et là, mais elles étaient largement surpassées par le nombre impressionnant de vieux temples païens. En résumé, cela aurait été un spectacle à voir. Mais seulement 200 ans plus tard, vous auriez vu un tableau désolant. Et encore 200 ans après, vous verriez des cultures et des pâturages pour les vaches au milieu des ruines. Comment cela a-t-il pu se produire si rapidement par rapport à toutes les fois précédentes, où Rome avait été la plus grande ville de la planète pendant une période beaucoup plus longue? Pendant des centaines d'années, Rome a été la plus grande ville du monde et l'épicentre de l'Empire romain. À la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome dépasserait Alexandrie en termes de population avec 500 000 habitants, et à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome se stabiliserait à 1 million d'habitants pendant des centaines d'années, d'environ 50 avant Jésus-Christ à 350 après Jésus-Christ. Ce qui s'est passé au 5e siècle, c'est ce qui marquerait le début du déclin de cette ville la plus magnifique de l'humanité. L'Empire romain était envahi à cette époque par de nombreuses nations germaniques différentes et l'Empire lui-même s'était divisé en 2 parties. Malheureusement, les Romains se sont battus entre eux dans d'interminables guerres civiles au lieu de s'unir contre les ennemis, et ainsi Rome serait pillée 3 fois au 5e siècle. Le premier sac de 410 par les Wisigoths verrait la ville pillée pendant 3 jours et certains bâtiments brûlés. Cependant, la ville se remettrait rapidement et de nombreux dégâts seraient réparés au cours des années suivantes. En 450, Rome comptait encore 500 000 habitants et était donc toujours plus grande que Constantinople, ce qui est très souvent oublié ou mal représenté. Ce n'était que le 2e et bien plus brutal sac de Rome en 455 qui entraînerait une spirale descendante encore plus rapide pour la ville. Pendant 14 jours, les Vandales ont pillé et saccagé la ville, et de nombreuses personnes, y compris la famille impériale, ont été emmenées en captivité. C'était ce sac qui briserait, pour ainsi dire, la nuque de Rome. La ville ne s'est jamais vraiment rétablie en termes de population et, ayant été privée de nombreuses richesses, la population était désormais beaucoup plus pauvre. Les gens, se rendant compte que Rome était trop dangereuse pour y rester, sont partis pour l'Empire romain d'Orient, ce qui a entraîné une diminution encore plus importante de la population. Le réseau commercial et le trésor public se sont effondrés à cette époque, de sorte qu'il n'y avait pas assez d'argent pour réparer les monuments endommagés de Rome.
Après 455, la population romaine elle-même, complètement appauvrie, commencerait à piller et à dévaliser les anciens temples et monuments de leurs propres ancêtres afin d'ériger leurs propres habitations plus modestes. Même si des réparations étaient encore effectuées, on peut supposer que dans les années 460, le déclin urbain était beaucoup plus répandu que quelques décennies auparavant. Majorien lui-même a promulgué une loi pour punir sévèrement la destruction des anciens temples et monuments de Rome, mais nous pouvons supposer qu'elle n'a pas été appliquée très strictement, et Majorien n'a pas régné assez longtemps pour voir les effets de cette loi se concrétiser. Mais ensuite, comme si cela n'avait pas été suffisant, en 472, le traître Magister Militum Ricimer a saccagé Rome et la ville a de nouveau été endommagée par les combats dans les rues et par le feu. J'ai parlé en détail de ce sac de Rome le plus méconnu dans cette vidéo ici. Encore une fois, des réparations ont été effectuées, mais à ce moment-là, l'Empire d'Occident était confiné en Italie pour les matériaux de construction, car les carrières de pierre éloignées ne pouvaient plus être entretenues en ces temps difficiles. Ainsi, seules les zones les plus centrales de la ville étaient entretenues et réparées, tandis que les parties périphériques commençaient déjà à tomber en décrépitude. Et pourtant, même à cette époque, Rome était toujours magnifique par endroits, et la zone autour du Forum romain était encore entretenue et réparée et devait toujours avoir l'air impressionnant. Et cela s'est poursuivi même après la fin de l'Empire romain d'Occident. Même en 500 après Jésus-Christ, le moine africain Fulgentius s'est exclamé après avoir visité Rome. Les parties extérieures de la ville commençaient à tomber en ruine. Cependant, même à cette époque, le Colisée était encore utilisé de temps en temps, des courses de chars étaient encore organisées, et les anciens grands bains impériaux étaient toujours en parfait état de fonctionnement. Mais ensuite, au VIe siècle, une nouvelle série de calamités s'est abattue sur la ville éternelle. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous, afin de ne rater aucune future vidéo sur la fascinante époque de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Le son des vidéos est vraiment faible. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube. Aussi gêné que je sois de dire cela, je pense que Magorian vous remercierait d'avoir soutenu une chaîne portant son nom. Je remercie certainement chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne. Merci beaucoup, mes amis. En 536, le général romain Dorian Flavius Bélisaire est entré à Rome, et on peut supposer qu'à cette époque, Rome ressemblait à ce qu'elle était vers l'an 500, car peu de choses avaient changé en ces temps-là, et Rome avait bénéficié de plus de 60 ans de paix. Mais à partir de l'an 536, Rome connaîtrait 5 sacs en l'espace de seulement 20 ans. La ville fut prise par les Romains de l'Est, assiégée et reprise par les Goths, reprise à nouveau par les Romains de l'Est, reprise par les Goths, et ensuite reprise à nouveau par les Romains de l'Est. Certaines de ces mises à sac étaient si dévastatrices qu'elles faisaient paraître bénignes celles du 5e siècle en comparaison. Lorsque Totila a capturé la ville en 549, on dit qu'il ne restait plus beaucoup de personnes vivant dans la ville et que Rome ressemblait à une ville fantôme tant la population avait été réduite à cause de la famine et de la peste en raison des guerres constantes et des pillages. Après cette guerre désastreuse, connue sous le nom de guerre gothique, la population de Rome avait chuté à un niveau incroyablement bas de 30 000 personnes. Avant ces guerres, la ville était toujours entretenue, comme en témoignent les preuves archéologiques. Le roi ostrogoth Théodoric,
a même attribué les revenus de la taxe sur le vin pour réparer le palais impérial sur la colline du Palatin. Mais maintenant, après les guerres gothiques, il n'y avait plus aucune recette, ni suffisamment de population pour effectuer la moindre forme d'entretien. Donc maintenant, chaque fois qu'un ancien bâtiment impérial était endommagé en raison d'une inondation du Tibre ou d'un tremblement de terre et s'effondrait, il n'était plus reconstruit, mais pillé pour le matériel de construction. De plus, les Romains de l'époque étaient culturellement déjà très éloignés de leur propre passé, et ils ne se souciaient plus guère des anciens monuments, car ils étaient chrétiens et les vieux monuments étaient très païens. Ainsi, un manque de fonds et de population, combiné à une méfiance culturelle envers les anciens monuments principalement païens du passé, a conduit à un déclin rapide de Rome après le milieu du VIe siècle. En 663e, un empereur romain entra dans la ville, ce qui serait la dernière fois qu'un empereur romain entrerait dans l'ancienne capitale. Pourtant, à cette époque, Rome était déjà en très mauvais état. Cependant, même à ce moment-là, il devait encore rester du butin, de nombreuses statues en bronze et autres ornements, car les soldats de Constance ont pillé la ville et dépouillé de nombreux anciens bâtiments, y compris le Panthéon, de leurs ornements en bronze afin de financer les préparatifs de guerre de Constance contre les Arabes. La ville n'a également jamais reçu d'aide de Constantinople pour se reconstruire sous quelque forme que ce soit, et ainsi la décadence a continué sans entrave. Vers 800 après Jésus-Christ, lorsque Charlemagne fut couronné là-bas, beaucoup des anciens monuments étaient déjà irréparables. La zone du Forum romain avait déjà été abandonnée, car certaines crues importantes du Tibre avaient élevé le niveau du sol trop haut, et le Forum avait déjà perdu son importance, car le Sénat avait déjà disparu vers 600 après Jésus-Christ. Pourtant, certains des vieux bâtiments étaient encore remarquablement debout, comme le montre l'itinéraire d'Einsiedeln, qui a été écrit par un moine chrétien qui a voyagé à Rome et a noté tous les sites qui pouvaient encore être vus dans la ville vers 800 après Jésus-Christ. En ces temps-là, le forum de Trajan était apparemment toujours debout. Ainsi étaient les murs d'Aurélien et les portes de la ville, seule la porte pincienne avait été désaffectée après les guerres gothiques. Selon l'itinéraire, les thermes d'Alexandre étaient toujours debout, tout comme les thermes de Constantin, les thermes d'Agrippa et le Septisonium. Bien sûr, de nombreuses églises sont également répertoriées, dont beaucoup ne sont plus debout aujourd'hui. Mais ce qui est également décrit indirectement dans le manuscrit, c'est que les parties sud et est de la ville à l'intérieur des murs d'Aurélien étaient à cette époque déjà des pâturages pour vaches, inhabités, la dishabitatio comme on l'appelle, où les vaches et le bétail paissaient sur des terres herbeuses, entrecoupées des anciennes ruines imposantes de l'époque impériale. L'habitat, la zone peuplée, était concentré près du Tibre sur le champ de Mars. Mais le temple de Jupiter, bien que déjà en très mauvais état, se dressait encore de manière incroyable sur la colline du Capitole en 800 après Jésus-Christ. Et le théâtre de Pompéi était également toujours debout. Mais on peut supposer que ces structures devaient déjà avoir un aspect très délabré ou abîmé par le temps à cette époque. En 847, un important séisme frappa Rome et de nombreux monuments, y compris la basilique de Maxence, s'effondrèrent. Cela se poursuivrait à travers les siècles, jusqu'à la fin du Moyen Âge ou le début de la Renaissance, donc vers 1500 après Jésus-Christ, la plupart des anciens bâtiments avaient disparu. Pris pour des matériaux de construction pour de nouveaux bâtiments, ou toutes ces choses combinées. Mais de manière remarquable, malgré tout cela, de nombreux anciens temples romains ont persisté bien plus longtemps que ceux que l'on pourrait penser. Même en 1447, les ruines du temple de Jupiter sur la colline du Capitole étaient encore debout et n'ont été détruites qu'en 1576, lors de la construction du palais Caffarelli à la place. Ou le temple de Vesta dans le Forum Romanum,
Il était apparemment assez intact, même en 1500, mais ensuite, il a été démoli en 1549. Son marbre a ensuite été réutilisé pour construire des églises et pour les palais papaux. Cela s'est produit avec de nombreux autres temples encore debout au XVIe siècle. Nous voyons donc que même si la Renaissance prétend qu'elle a vu la redécouverte et la renaissance de l'Antiquité, en réalité, le vandalisme culturel de la nature la plus dégénérée était la réalité de cette époque. Mais il faudrait encore quelques siècles avant que l'humanité n'apprenne lentement à vénérer les anciens monuments et bâtiments de l'Antiquité et à comprendre que ces vieilles constructions sont bien plus que de simples ruines. Elles sont les témoins d'époques lointaines qui, encore aujourd'hui, racontent l'histoire de l'ascension et de la chute des empires, et ce que nous pouvons nous-mêmes apprendre de ces événements pour mieux nous comprendre. Et si vous êtes intéressé par la manière dont les guerres gothiques ont endommagé Rome, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'apparence de Rome elle-même, lorsque l'Empire romain d'Occident a cessé d'exister, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci beaucoup les amis et portez-vous bien.